Voilà, avec le débat, donc, Ségolène Royal, Luc Ferry nous a rejoint. Il a été ministre de l'Éducation nationale, mais surtout philosophe. Il a une chronique hebdomadaire dans le Figaro. Et la présidentielle, c'est l'occasion d'un débat sur les valeurs. Alors, c'est là-dessus que Luc Ferry souhaitait vous rencontrer. Bonsoir madame d'abord. Écoutez, moi je vais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, qui est la question de la violence dans les banlieues, dans les quartiers. Et je suis très frappé par le fait que les Français aujourd'hui, je crois beaucoup d'entre eux, ont le sentiment que la droite et la gauche ont échoué sur ce sujet pratiquement à égalité, que la politique du chèque, comme on dit, et la politique du chiffre ont toutes les deux raté. À droite, sincèrement, je pense que personne ne croit que la politique actuelle est un véritable succès. Donc je le dis pour être objectif et que les choses soient claires. Mais je suis très sensible, si vous me permettez encore 30 secondes, à une analyse qui a été développée par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Malek Bouti, et qui explique qu'au fond, le vieux débat droite-gauche, prévention, répression, est un débat dépassé, et que ce qui se passe dans les banlieues est nouveau, depuis une dizaine d'années, peut-être même depuis 5-6 ans, et que ce qu'on voit apparaître dans les banlieues, c'est une véritable culture de la violence pure. C'est une contre-culture par rapport au centre-ville. On le voit quand les proviseurs ou les principaux de collège signalent les violences au ministre de l'Éducation. C'est de plus en plus absurde, c'est de plus en plus insensé. Souvenez-vous de ce qu'on a vu encore cette semaine avec ce disc-jockey qui est battu à mort, avec pratiquement chaque semaine des événements de ce type. Et ce qu'explique Malek Bouti, c'est qu'on a affaire à quelque chose de nouveau par rapport à quoi le retour en arrière, la police de proximité, remettre des postes, très bien, ça ne peut pas faire de mal, mais ne suffira pas, ne réglera pas la question. Est-ce que vous avez là-dessus des idées nouvelles et qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Je suis d'accord avec l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a une montée, c'est vrai, de la violence brute. Pas seulement dans les quartiers d'ailleurs, d'une façon générale, il y a une montée de la violence dans la société française, de la violence au quotidien, celle à laquelle vous faites allusion, de la violence sociale aussi, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, avec l'ensemble des problèmes de licenciement et de chômage. C'est une violence sociale terrible, la question du chômage. Et précisément, dans les banlieues, il y a 40% de chômage, ce qui ne justifie pas, ce qui n'explique pas la violence. Mais je pense qu'il y a une déstructuration accélérée des quartiers populaires, d'abord à cause de l'école, qui n'est pas adaptée à la réalité des jeunes, et d'autre part à cause du chômage, précisément. Donc quand il n'y a plus de futur, quand il n'y a plus d'avenir, à ce moment-là, il y a une déstructuration complète du lien social. Alors quelle solution ? Est-ce que je peux juste là-dessus, si vous permettez, juste un mot, je vais rajouter un petit mot, c'est qu'il ne faut pas confondre le grand banditisme, qui en effet augmente dans les banlieues, le grand banditisme, avec la violence au quotidien, et parce que les réponses ne sont pas les mêmes. Pour répondre au grand banditisme, il faut de la répression, il faut des moyens, il faut de l'information, il faut du renseignement. Ensuite, il y a la délinquance et la violence de jeunes qu'il faut recadrer. Et puis, il y a la violence à prendre à la source, c'est-à-dire les enfants dès le plus jeune âge. Mais je pense à une forme de violence qui est nouvelle, parce que, bon, je connais comme vous les explications par le chômage, par la situation sociale, par le manque de postes, tout ça a sa part de vérité, il ne s'agit pas de le nier. Mais ce que dit Malek Bouti, je le cite encore, pardon, il n'est pas là, il faudrait qu'il l'explique lui-même, il le ferait mieux que moi, mais ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on voit apparaître une stratégie, une culture de la violence, c'est-à-dire dans l'enjeu, et si vous voulez, de faire changer la peur de camp. Quand j'étais gamin, en gros, pour parler simplement, c'est les petits noirs et les petits arabes qui avaient peur des ratonnades. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les banlieues, c'est les petits blancs qui ont peur. Et qu'il y a là, il explique, je trouve, de façon très convaincante, qu'il y a un enjeu majeur qui est de faire changer la peur de camp, et que donc cette culture de la violence, elle n'est pas liée simplement au chômage, elle n'est pas liée simplement à la situation sociale, qui est difficile pour tout le monde. Mais en gros, en 85, quand on a commencé à regarder les points noirs dans les banlieues, il y en avait une cinquantaine, aujourd'hui, il y en a 1500. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Vous voyez bien que, encore une fois, ce n'est pas pour polémiquer, mais remettre la police de proximité, bon, d'accord, moi je suis pour, très bien. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on casse cette logique-là ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution nouvelle, étant donné que, franchement, la droite et la gauche ont toutes les deux échoué ? Ce n'est pas sur les valeurs que nous nous opposons, sur la République. Moi, je suis d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas, j'ai proposé le service civique, je l'ai mis en place. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais sur les moyens d'y arriver, qu'il y a un vrai problème.
Est-ce qu'on a des idées nouvelles là-dessus? Je ne suis pas sûr que la droite en ait. Je ne suis pas convaincu que la gauche en ait non plus. Voilà. D'abord, moi, je conteste votre vision des immigrés d'un côté et des petits blancs victimes de l'autre. Parce qu'il faut que vous sachiez... Vous avez quand même sous-entendu que c'est les jeunes issus des banlieues, sous-entendu les jeunes de couleur qui exerçaient de la violence sur les petits blancs. Vous avez utilisé cette expression. Non, j'assume. Je regrette, mais quand vous regardez... Il y a ça aussi. Il n'y a pas que ça, mais quand vous regardez dans les statistiques policières, les premières victimes de la violence, ce sont les autres jeunes. Donc ce sont aussi des bandes entre elles, des jeunes entre eux. Ah oui, c'est sûr, oui. Voilà. Oui, là-dessus, on est d'accord. C'est très important, ça. Ce sont des jeunes entre eux, des bandes entre eux, et des jeunes qui ont peur des autres jeunes, qui viennent raqueter à l'entrée des collèges. Qui se battent entre elles. Donc il n'y a pas ce côté, forcément, ce côté... C'est quand même lié à ça. Vous savez que le chiffre d'affaires de la drogue dans les banlieues, c'est 2 milliards d'euros par an. Donc c'est quelque chose qui est structuré. Et si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est que par rapport à ça, encore une fois, le débat prévention, répression est dépassé. Manifestement, on est dans une problématique de démantèlement, vous le disiez, de démantèlement des réseaux, bien sûr. D'abord, il y a un pouvoir, il y a quelqu'un qui est au gouvernement aujourd'hui, un président de la République. On ne peut pas faire l'impasse, excusez-moi, même en une phrase. Sur un président de la République qui a été élu sur la promesse de sécurité, il y a un ministre de l'Intérieur qui, tous les jours, nous fait croire que la sécurité s'améliore. Je souligne d'ailleurs que l'insécurité et les vols à l'arraché ont augmenté de 40% cette année. 40% de vols à l'arraché dans les transports publics. C'est énorme, c'est considérable. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a une absence totale de forces de l'ordre sur le territoire. On ne peut pas quand même passer ça sous silence. C'est-à-dire le fait de ne pas remplacer le départ d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Alors, les solutions. Vous haussez les épaules. Mais non, je n'hausse pas les épaules. Non, c'est pas ça. C'était pas le sens de mon geste. Laissez-moi terminer. Je réponds à vos questions. D'abord, je pense qu'il y a une présence policière qu'il faut remettre dans l'ensemble des quartiers, et pas seulement dans les quartiers, d'ailleurs, puisque je le disais à l'instant, dans les transports publics, quels que soient les quartiers qu'ils traversent, aujourd'hui, il y a une insécurité galopante. Donc, on remet des forces de l'ordre pour surveiller la sécurité, la tranquillité de ceux qui circulent. Un policier derrière chaque personne. Mais vous ne pouvez pas non plus... Attendez, vous ne pouvez pas non plus supprimer les policiers comme c'est le cas aujourd'hui. Permettez que je vous donne une image simplement. C'est pour qu'on avance. Non, parce que vous m'interrompez constamment. Donc je ne veux pas que j'essaie de vous interrompre parce que c'est un sport difficile. Vous m'avez posé une question, donc j'y réponds, parce que sinon, du coup, vous allez me dire, vous voyez, vous n'avez aucune proposition. Je regrette, mais la présence policière, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est la fameuse peur du gendarme, la peur de la sanction. C'est quand même quelque chose de très important dans les endroits où il y a et c'est vrai que la police de proximité a été supprimée. Sur le démantèlement des bandes de l'économie souterraine, là, ça demande des moyens considérables. Ça, c'est sans doute une réforme des services de renseignement, un démantèlement, pour chasser aussi les niveaux de vie qui ne correspondent pas aux déclarations, parce qu'on voit bien l'argent de la drogue qui permet aussi des niveaux de vie on avait eu cette promesse que justement il y aurait eu la répression sur ceux qui mènent grand train de vie grâce au commerce de la drogue sans pouvoir justifier l'origine de leurs revenus. Donc je pense en effet qu'il faut déclarer la guerre aux réseaux de mafieux, aux réseaux trafiquants, aux réseaux de drogue, et qu'aujourd'hui, on ne sent pas cette volonté politique du gouvernement de... Déclarer la guerre. Mais c'est une véritable... Luc Ferry a raison là-dessus. Il y a une vraie montée de l'extrême violence sur la prostitution, sur la drogue, et ce sont les habitants des quartiers eux-mêmes qui en sont les premières victimes. Et en ce qui concerne la prévention, moi, je suis pour l'encadrement militaire, vous le savez, donc je reprendrai le moment venu cette proposition, parce que le problème sur la délinquance, c'est que pour les jeunes délinquants, c'est entre la prison et rien, il faut bien mettre quelque chose entre la prison et rien. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas totalement perdus pour la société. Et moi, je considère qu'un jeune qui est encore en voie d'être éduqué n'est pas perdu pour la société. Ceux-là, il faut bien les remettre dans le droit chemin avec un encadrement qui leur permet d'accéder à l'emploi, à la formation professionnelle, au permis de conduire, à la maîtrise des fondamentaux du savoir, qu'en général, ils n'ont pas, parce que tous ces jeunes sont sortis du système scolaire, souvent sans qualification. Luc Ferry, juste en un mot, vous êtes satisfait des réponses et ensuite vous répondez là-dessus. Je voudrais rajouter une troisième chose à laquelle je tiens tout particulièrement, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de 3 millions de familles monoparentales.
de femmes seules qui ont des très bas salaires et qui sont aujourd'hui confrontées à l'éducation solitaire de leurs enfants et de leurs adolescents. Et que cette question-là, elle doit absolument être réglée. Comment ? Moi, je suis favorable à l'ouverture d'internats scolaires très tôt qui ne disqualifient pas les parents, c'est-à-dire qu'ils soient intégrés dans les quartiers où les mamans peuvent venir, peuvent s'épauler collectivement, mais où les enfants très tôt sont encadrés avec un accompagnement éducatif. Et vous savez que la suppression des aides d'éducateurs a été une catastrophe, qu'aujourd'hui la formation des enseignants, on les a remis. Non, mais le plan Borloo les a remis. Luc Ferry, la suppression des stagiaires et de la formation professionnelle des enseignants qui vont dans les banlieues est un scandale. Si vous me permettez, ça c'était vraiment pour qu'on se comprenne. Moi je ne suis pas hostile à ce qu'on remette des postes et à ce qu'on remette des policiers et qu'on remette des surveillants. Tout ça, évidemment, et ne peut pas faire de mal. Simplement, voyez le problème, c'est qu'on traite toujours les symptômes et jamais les causes. Quand la cocotte minute va exploser, on peut toujours mettre des sangles autour, mais il vaudrait mieux éteindre le feu. Mon problème est le suivant, c'est celui-là que j'essaie de vous poser. Comment on éteint le feu dans les banlieues ? C'est ça le vrai problème. Et je ne crois pas que ce soit simplement une question de chômage. Je crois que Malek Bouti a raison. Il y a une espèce de contre-culture qui se développe à laquelle personne ne comprend rien. Si c'est pas au chômage. Mais c'est dû à quoi Eh bien justement, je pense qu'il y a... Mais est-ce que vos enfants ou les miens vont être dans cette contre-culture ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la chance... Attendez, laissez-moi finir. Non, mais juste un point. Quand vous regardez... Vous m'avez dit non. Pourquoi est-ce que ni vos enfants ni les miens ne vont être dans cette contre-culture, ni les vôtres ne vont être dans cette contre-culture de la violence ? Parce que la stratégie n'est pas la même. Parce que dès qu'ils vont décrocher du système scolaire, on aura les moyens de les accompagner, parce qu'ils ont, dans l'image de leurs parents ou de la société, quelque chose auquel se raccrocher. Luc Ferry va au bout de sa pensée et vous répondez. Allez, Luc Ferry. Sincèrement, je crois que c'est pas ça. Quand vous regardez les violences dans les établissements scolaires, vous savez très bien qu'on a des chiffres qui sont épouvantables cette année encore, 85 000 incidents graves signalés. Quand vous les regardez de près, ils sont concentrés dans 10% des établissements. Quel réquisitoire contre le gouvernement. Mais attendez, moi, j'ai pas d'intérêt dans l'affaire. C'est bien, continuez, oui. Non, mais vous savez, quand vous y serez, ce sera pareil. Non, pas du tout. Moi, j'ai lutté contre la violence. Quand j'étais mise, pas du tout. Non, pas du tout. Pour l'instant, je vois pas la différence fondamentale. En plus, vous n'aurez pas l'argent pour remettre les postes. Mettons même que vous le trouviez. Sur l'idée qu'il y a une violence innée, finalement. Non, pas innée. Je pense qu'il y a une stratégie de la violence et qu'elle est très, très forte, très puissante, une stratégie de la violence dont l'enjeu, en effet, est de faire changer la peur de camp. Et c'est pas rien, cette affaire-là. Et quand vous regardez, encore une fois, les statistiques de la violence dans les établissements scolaires, quand vous êtes en centre-ville, dans un bon lycée à Lille ou à Lyon, vous ne vous apercevez pas que ça se passe mal. Parce que Ségolène Royal vous a donné des réponses. Mais justement, je pense qu'il faut faire quelque chose. D'abord, je pense qu'il faut d'abord casser assez largement ce système des banlieues. Je pense que c'est l'enjeu du Grand Paris, par exemple. Et puis, je pense qu'il faudrait faire un peu comme Giuliani à New York. Il faudrait faire une vraie politique de tolérance zéro, et on ne l'a jamais fait. Et une vraie politique sociale. Pour ça. Mais attendez. La tolérance zéro, c'est qu'à chaque... Ça veut dire quoi, la tolérance zéro ? Vous traitez les symptômes, pas les causes. Vous traitez les symptômes, pas les causes. Non, la tolérance zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque acte de délinquance, même un petit, il y a une réponse. Donc, pour qu'il y ait une réponse à chaque acte de délinquance, il faut bien un adulte qui soit là pour donner la réponse. Mais voyez bien que ce n'est pas une solution. C'est-à-dire vous ne pouvez pas non plus mettre... D'abord, vous n'aurez pas l'argent pour mettre les postes. Qui va répondre ? Qui va riposter à la délinquance ? Il faut s'attaquer aux causes. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut, quelles sont les causes de la délinquance ? Si ce n'est pas le chômage, si ce n'est pas la déstructuration des familles, si ce n'est pas l'échec scolaire, ce qui ne veut pas dire que c'est pas simplement ça. On a affaire à un phénomène nouveau. Et j'aimerais bien que les politiques le comprennent, qu'on a affaire à quelque chose qui est absolument neuf, qui ne ressemble pas à la délinquance traditionnelle. Voilà. C'est ça qui me préoccupe. Et là-dessus, votre camarade Bouti, il a raison. Les hommes Malek Bouti, je veux dire, c'est pas que Malek Bouti, c'est les gens, c'est les gens qui subissent ça, surtout dans les quartiers. Mais c'est ce que je vous dis, bien sûr, c'est les premières victimes. C'est les premières victimes. Évidemment, là-dessus, on est tout à fait d'accord. La délinquance est de même nature, mais elle a changé de densité et elle a changé de seuil de violence. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la petite délinquance est devenue grande délinquance et la grande délinquance devient le grand banditisme. Et donc, il faut identifier ces natures de délinquance parce que les réponses ne sont pas les mêmes. Contre le grand banditisme, c'est une guerre contre le grand banditisme. En revanche, un gamin de l'école maternelle qui commence à taper sur son enseignante parce que ça existe, c'est pas la même réponse que la lutte contre le grand banditisme. Et ça, c'est inacceptable. La violence dans le milieu scolaire est inacceptable. Donc c'est à la racine qu'il faut prendre les choses, c'est-à-dire une articulation entre les familles, l'école et la police de quartier. Et quand tous les adultes auront le même langage,
langage de droits et de devoirs, et qu'aussi la télévision ou ce qui se passe, ou la corruption généralisée dans le monde dans lequel nous sommes, aussi changera de forme, parce que tout se tient. Vous savez, l'éducation, c'est d'abord par l'exemple. Et quand on voit l'accumulation des affaires de corruption ou le système financier abominable qui conduit, là aussi, à une violence sociale que j'évoquais tout à l'heure, quels sont les repères pour les jeunes aujourd'hui? Il nous reste 3 minutes seulement. Voilà, j'ai laissé se développer le débat j'ai laissé se développer le débat parce que c'était très intéressant. Luc Ferry, je crois que vous vouliez poser juste un mot sur la mondialisation à Ségolène Royal. Oui, moi je lisais le petit livre de Stéphane Hessel là, sur l'indignation. Et vraiment, j'ai une réflexion que j'aimerais bien vous soumettre aussi sur la mondialisation. Moi je crois que le problème vient du fait qu'en gros, pour aller très vite, on a 2,5 milliards d'Indiens et de Chinois qui rentrent dans le circuit de la consommation et de la production à l'occidental, ce qu'on appelle la mondialisation, et qu'en gros, pour aller toujours aussi vite, le coût de production des entreprises chinoises, il est 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois inférieur au nôtre. Et que ce soit la gauche ou la droite qui soit au pouvoir, ça n'y changera rien. Comment on fait pour régler ce problème-là? Parce que, si vous voulez, l'idée que j'ai derrière, c'est qu'on nous explique que la droite est méchante, qu'elle veut détricoter l'État-providence, qu'elle veut casser la protection sociale. Ça, c'est en gros le discours de la gauche aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui se passe. Quand j'ai fait la réforme des retraites en 2003, c'est moi qui l'annonçais à mes chers collègues professeurs, c'est Fillon et Raffarin qui la faisaient, mais je leur annonçais en gros qu'ils allaient travailler 3 ans de plus pour gagner la même chose. Ils n'étaient pas contents, ils étaient dans la rue et je les comprends. Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise d'autre? Voilà, quand on veut protéger, quand on veut garder notre système de protection sociale dans un contexte qui est celui de la mondialisation, comment on fait? C'est pas la droite qui est méchante, elle est molle à mon avis, la droite. C'est pas elle qui est dure, c'est la mondialisation qui est dure. Et vous aurez le même problème quand vous serez au gouvernement, si vous y arrivez, ou à l'Élysée, a fortiori. Oui, je pense que c'est un problème extrêmement difficile à résoudre et pourtant je crois qu'il y a des solutions. Mais il faut dire la vérité là-dessus. Il y a deux sujets que vous évoquez, parce que vous avez évoqué la mondialisation et les retraites. Bon, je vois que vous avez... C'est lié, je crois. Sincèrement, je pense que c'est lié. Écoutez, Monsieur Ferry... On va être obligé d'écourter, donc si vous voulez faire une réponse rapidement. Est-ce que vous connaissez le niveau moyen des retraites aujourd'hui en France? Ah oui, écoutez, je connais le niveau du SMIC qui est de 1 075 € voilà. net. Est-ce que vous pourriez vivre? Est-ce que l'on peut vivre? C'est invivable. Alors, il y a 8 millions de gens qui sont en dessous de 900 € par mois. Oui, et le moyen, la retraite moyenne des femmes, c'est 900 €. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Non, on ne fait même plus qu'un repas par jour et on ne peut pas... Attendez. Non, mais il me dit que c'est lié. Eh bien, moi, je n'accepte pas cela. Ça veut dire qu'un des problèmes, contrairement à ce que vous avez dit, un des problèmes de la crise de la mondialisation, ce sont les salaires trop bas. Voilà la vraie raison de la crise de la mondialisation. Fastoche, si vous augmentez les salaires, alors pourquoi vous gagnez sur les deux. Comme ça? Mais parce que c'est trop facile, c'est une solution. Laissez-moi terminer, vous m'interrompez sans ça. Vous savez très bien que la crise financière aux États-Unis d'Amérique est venue des salaires trop bas, puisqu'il y a deux façons de relancer la consommation. Soit on augmente les salaires, soit on s'endette. Or, ils ont choisi l'endettement parce que les entreprises ne voulaient pas plus payer les salariés. Eh bien, moi, je propose que la mondialisation soit organisée non pas autour de l'endettement des gens et des États, mais autour de la distribution de salaires et de pouvoir d'achat. Sauf que vous avez 2 700 000 petites entreprises qui sont à l'os aujourd'hui. C'est pas vrai, parce que si à ces deux petites entreprises, on allège les charges sur le travail et qu'on aide ces petites entreprises, j'en sais quelque chose, que je les vois et que je les sauve dans ma région, avec des crédits bancaires qui sont bien organisés pour que les entreprises trouvent de la ressource financière pour se développer, on peut trouver des solutions. Merci Luc Ferry, je suis désolé, mais on est obligé d'interrompre. Voilà. Mais on reprendra le débat parce qu'il est certainement passionnant. Puis vous aurez sans doute d'autres occasions encore de revenir et de nous expliquer comment vous allez financer tout ça. Merci beaucoup Luc Ferry.